Les rencontres de l'esprit critique, c'est à Toulouse, c'est vachement bien, c'est classe, on croise plein de gens et j'ai posé des questions. Quelle est la notion liée à l'esprit critique, à l'épistémo, à la philosophie, enfin, au domaine qui concerne les gens questionnés, dont ils pensent que le public a grand besoin de le comprendre d'urgence parce que c'est pas passé. Donc on aura cette question-là. J'ai posé, et ça c'est dans la deuxième vidéo, la question, une crise nous tombe dessus. Elle est sanitaire, elle est politique, elle est ce qu'on veut, et c'est le bazar, c'est le chaos dans l'information. Quels conseils on peut donner aux gens, pas du tout venant, les gens qui ne connaissent pas le domaine, pour savoir ce qu'il faut croire et ce qu'il faut faire dans le cadre de cette crise? Et puis la prochaine question, quel service peut ou doit rendre le monde du scepticisme, des athétiques, du rationalisme, au monde académique et vice-versa, dans les deux sens? Est-ce qu'on peut parler de cette relation entre ces deux mondes? Voilà, donc ces trois questions qui donneront trois vidéos. Vous êtes en train de regarder la numéro 1, 2 ou 3. Je ne sais pas, je ne suis pas médium, mais en tout cas, c'est l'une des trois. Et allez regarder les deux autres, puisque vous aurez des réponses collégiales des invités que j'ai pu alpaguer dans les couloirs pour leur poser cette question. Et vous verrez qu'il y a des nuances, il y a quand même des choses en commun, hein, parce que ce serait étonnant que tout le monde ait des réponses différentes. Bonjour. Et puis vous vous faire votre avis sur vous, qu'est-ce que vous auriez répondu? Alors moi, du coup, je vais essayer de donner à l'exercice. Qu'est-ce que j'aurais répondu? Alors c'est quoi la notion la plus importante? Pour moi, c'est la suspension du jugement, c'est l'époquer. C'est le fait qu'on n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. Peut-être la charité interprétative. J'aime bien l'idée, disons, j'aime pas l'idée qu'on prête toujours aux gens des intentions qui ne sont pas forcément les leurs, mais plutôt que d'essayer de juger le contenu de ce qu'ils disent pour lui-même, on va essayer de décrypter leurs intentions réelles ou supposées. Voilà, donc faisons preuve d'un petit peu de retenue là-dessus. Je pense que c'est celle de biais de confirmation, parce que c'est probablement celle qui est la plus dangereuse, dans le sens où aujourd'hui, les gens essayent quand même de se renseigner un petit peu lorsqu'ils tombent sur quelque chose et ils ne se rendent pas forcément compte que dans les recherches qu'ils font, ils peuvent être déjà biaisés par l'opinion qu'ils en ont. Et je pense que c'est important de parler du biais de confirmation justement pour que même les gens qui sont intéressés à rechercher par eux-mêmes et faire leur propre recherche, même ça, puissent le faire correctement et puis aboutir à quelque chose qui va vraiment leur être utile. Lire les avis contraires. Ouais, je pense que c'est ça qu'il faut faire, contraire aux nôtres, contraire à ce qu'on écoute le plus souvent, contraire aux bulles dans lesquelles on est, pour soit comprendre les gens qui ont des avis différents des nôtres, soit aussi essayer peut-être de se rendre compte qu'on a des biais, qu'on a appris un peu n'importe quoi peut-être. Invariablement le biais de confirmation et à la rigueur le biais du survivant aussi. C'est-à-dire que la plupart du temps, on a la sensation de « oui, mais regarde, ça a marché pour lui ». On est à l'ère du développement personnel un peu… Moi, je le vois comme ça. C'est-à-dire que la plupart des gens qui vendent des méthodes magiques, les coachs, les choses comme ça, je le vois dans mon domaine, c'est de leur succès que dépend leur méthode et certainement pas de leur méthode que dépend leur succès. Je dirais le biais de confirmation d'hypothèse. Je l'ai dit juste avant, Ouais. donc tu peux le citer. Ah, donc il est déjà usé, je peux plus. D'accord. Alors, le biais de confirmation d'hypothèse, s'il n'a pas été cité, c'est celui qui me semble être le principal problème de ce bas monde. Et je trouve que les raisonnements à rebours type panglossien, c'est une catastrophe. Les raisonnements panglossiens, c'est-à-dire raisonner à rebours pour essayer de trouver une cause de type téléologique au processus, voir une sorte de destinée, par exemple, dans une situation. Si on se retrouve ici, maintenant, Thomas et moi, là, alors qu'il y a 10 ans, s'il avait fallu prévoir la probabilité qu'on se retrouve ici et maintenant, pile à cet endroit, tous les deux, la probabilité aurait été immensément faible. Faut-il y voir le jeu d'une volonté cosmique? Tu n'as pas la preuve du contraire. Mais je n'ai pas non plus… il y a 10 000 autres hypothèses qui pourraient expliquer cette situation. Et si on était ne serait-ce qu'un seul personnage différent ou à un autre moment, on tiendrait le même discours. C'est pour ça que ce raisonnement s'effondre. La vérification des preuves, je pense. Et ce que c'est qu'une bonne enquête? Comment bien enquêter? C'est quoi une bonne enquête? Une bonne enquête, je pense, c'est le fait de pouvoir… Un truc tout simple en école de journalisme, quelque chose qu'on apprend dès le début, c'est d'avoir au moins 3 sources différentes qui vont nous expliquer la même chose, de confronter une information avec 3 sources différentes qui sont concordantes. Et à partir de ça, on essaye de dire, voilà, si vous en avez à peu près 3 personnes qui ne sont pas liées entre elles et qui vous disent la même chose, c'est que vous pouvez commencer à avoir une certitude sur la
l'exactitude de cette preuve ou de ces dires. Et comment on sait qu'elles ne sont pas liées entre elles? Ça, c'est un travail de journaliste, en fait, à essayer de bien vérifier qu'ils n'ont pas d'intérêt commun. C'est une question d'expérience, je dirais, de connaissance globale, quoi. C'est une notion toute bête, c'est de se méfier de toutes les sources. Il y a plein de jeunes que je rencontre, par exemple, en intervention, qui sont hyper critiques de ce qui vient, je sais pas moi, du gouvernement, ce qu'on pourrait associer à une forme d'élite, etc. Mais ils plongent dans le blog sombre de quelqu'un qui va juste en fait appuyer sur quelque chose qui est un ressort psychologique qui les émeut, enfin qui les touche d'une manière ou d'une autre. Et en fait, juste se prémunir comme ça, essayer de porter un casque permanent pour se prémunir de manipulations d'où qu'elles viennent, je pense que ça, c'est une notion qu'il faut vraiment bosser, qui mérite d'être propagée encore plus. Moi, c'est vérifier, apprendre à vérifier les informations. C'est d'ailleurs l'enjeu de mon projet d'éducation aux médias, Info Intox, comment faire la différence sur Internet et les réseaux sociaux dès l'école primaire, que j'ai développé il y a bientôt 10 ans. Et je pense que c'est fondamental. Et alors, une chose importante, il y a un élève qui m'a un jour demandé mais maîtresse, à quoi ça va nous servir tout ce que tu nous auras appris quand les technologies auront changé? Je vois maintenant déjà avec l'intelligence artificielle. Et en fait, je lui ai dit que la méthodologie, par exemple pour vérifier une information qui consiste à décortiquer le contenu, se demander est-ce qu'il semble crédible, est-ce qu'il repose sur des preuves, est-ce qu'il y a des avis contradictoires, est-ce que des experts dans leur domaine se sont exprimés. Ensuite, il s'agit d'enquêter sur la source, qui l'a écrit, à quelle date, sur quel site, croiser l'information sur plusieurs sites. Ensuite, il s'agit de se méfier de nos biais cognitifs, donc croiser l'information sur plusieurs sites, et puis aussi l'important c'est contextualiser les textes et les images. Et je lui ai dit tout ça, ça te servira toujours, quelles que soient les technologies. Je dirais l'autocritique. Je pense qu'il y a une forte nécessité à être capable d'autocritique. Autocritique et aussi cette humilité qui consiste à être capable de dire je ne sais pas quand on ne sait pas, ce qui permettrait de revaloriser les moments où on est en mesure de dire je sais. Un peu dans la lignée, moi c'est la notion de neutralité ou plutôt de non-neutralité. Considérer que la neutralité c'est une illusion et du coup avoir conscience que quand les gens parlent, ils parlent d'un certain point de vue, avec certaines valeurs et du coup peut-être s'interroger sur les positions normatives, les positions prescriptives, éthiques, politiques, etc. sous-jacentes à certaines positions et surtout sur les questions qui sont clivantes. Remonter à quelles sont les valeurs derrière la position qui est tenue, qui est pas forcément juste une question de fait et qui n'est en fait jamais qu'une question de fait ou qu'une question de descriptif, quoi. Peut-être l'humilité intellectuelle. Alors j'ai un peu un biais parce qu'évidemment j'en ai parlé hier pendant 1 heure à une présentation au REC. C'est-à-dire la notion un peu de la faillibilité de nos pensées, nos intuitions, l'idée qu'il faut déléguer un peu plus le jugement aux autres, aux experts, pas prétendre tout connaître, tout comprendre. Une espèce de leçon, un peu, de conscience de notre finitude intellectuelle et une capacité aussi à distinguer nos croyances de notre ego, c'est-à-dire à considérer que les hypothèses, les croyances, c'est pas ce qui nous donne notre vérité d'individu, notre valeur d'individu, c'est juste des hypothèses conceptuelles sur le monde qu'il faut pouvoir réfuter et critiquer et changer et updater sans avoir l'impression qu'on est attaqué dans sa personne en fait. Donc l'humilité intellectuelle c'est un peu tout ça en même temps et c'est très important. J'ai envie d'appeler ça la modestie épistémique, donc admettre qu'on ne sait pas trop. C'est pas un manque de confiance en soi, c'est au contraire une confiance en soi de pouvoir vivre sans savoir tout de suite et en pouvant changer d'avis. Une des choses les plus urgentes, c'est l'humilité épistémique, c'est-à-dire le fait de savoir rester humble dans ce qu'on sait, dans ce qu'on pense savoir, dans ce qu'on croit. On a toujours trop tendance à accorder beaucoup de confiance à ce qu'on pense déjà. Et il faudrait savoir remettre en question soi-même. Je dirais d'abord les faits, s'intéresser d'abord aux faits. C'est-à-dire, il va falloir, c'est un peu contre-culturel pour moi, il va falloir prendre le droit comme un fait. Il faut d'abord vérifier ce que dit réellement le fait, ce que dit réellement le droit. Plutôt que de chercher à avoir un diplôme de doctorat dans la prestigieuse université Twitter en quelques jours en lisant 2-3 trucs, eh bien il vaut mieux de temps en temps essayer de s'informer réellement auprès d'un juriste. Il ne suffit pas d'ouvrir le journal officiel ou un code et de lire l'article applicable pour pouvoir se transformer immédiatement docteur en droit. Je dirais une preuve. Qu'est-ce qu'une preuve ?
que les gens en fait puissent, niveau de preuve, en fait, que les gens puissent faire le distinguo entre un témoignage, un truc qu'on entend et une vraie preuve scientifique. Déjà, ce serait pas mal, je pense. Peut-être une notion principale, ce serait la confiance. Parce que je pense que c'est important de se rendre compte qu'on ne pense pas vraiment par soi-même. Et que quand on croit retourner aux sources, en fait, on fait confiance à quelqu'un. Et que ce qui est important, c'est de savoir bien ajuster la confiance qu'on accorde à une information ou à une personne, plus que de douter ou de remettre en cause. Dans mon domaine, c'est tout ce qui est méconnaissance, en tout cas connaissance biaisée des phénomènes évolutifs. Par exemple, c'est une espèce de confusion entre le darwinisme, ce qu'on appelle Darwin, et le darwinisme social, qui est quelque chose qui colle à la peau de Darwin depuis presque la parution de l'origine des espèces. Et on utilise, d'ailleurs ce mot est passé dans le langage courant pour parler de darwinisme, de compétition, de survie du plus fort, etc. Qui est quelque chose qui nuit énormément à l'image de la théorie qui est devenue, en plus qui s'est complexifiée avec les théories synthétiques de l'évolution, etc., qui est quelque chose d'accepté, survérifié et surutilisé par 99,9% des scientifiques dans le monde. Et moi j'entends parfois des gens qui font des commentaires, même des jeunes qui n'ont pas du tout l'air de complotistes et qui disent oui, non, mais c'est quelque chose actuellement très remis en cause, la théorie de l'évolution. Je l'ai entendu dans des musées, à la sortie, dans des librairies de musées. Comprendre tout ce qui va déformer l'information, que ce soit ses propres biais ou que ce soit la chaîne d'information qui nous amène l'information. La source peut être crédible, mais elle est passée par des journalistes, elle est passée par le service de com de telle institution. Donc la chaîne d'information et le récepteur vont jouer sur finalement ce qu'on va en retenir. Il faut s'interroger sur chacun des maillons de la chaîne. Je pense que ce qui est important, c'est de bien comprendre que les avis individuels comptent assez peu. Et ce qui est vraiment important, d'avoir la notion du consensus scientifique et qu'en fait on peut avoir confiance en un résultat scientifique s'il est apporté non pas par une seule personne, mais par une communauté assez large. La fréquence d'une maladie dans un pays dépend de la taille de sa population et de la structure d'âge de sa population. C'est pas du tout pareil d'avoir une population toute petite avec des gens très jeunes et on ne peut pas comparer directement des nombres qu'on a observés dans une population plus petite ou plus grande et dans une population plus jeune et plus vieille. Il me semble finalement que le risque est très présent dans la société et que c'est important de rappeler que le risque c'est un concept et que le risque est différent du danger. Donc c'est pas parce qu'il y a un danger qu'on court un risque. La notion d'exposition est très importante dans le concept de risque. C'est un concept qui est apparu aux alentours du XIIe siècle dans les compagnies maritimes italiennes, voilà, et qui est un concept qu'on utilise en fait pour se prévenir les risques ou pour établir des compensations. Finalement, faire la part entre la valeur informationnelle et la valeur sociale de la connaissance. C'est-à-dire qu'une connaissance n'est pas qu'une connaissance d'un objet, ça traduit aussi des relations entre les gens. Connaître les choses, c'est faire jouer des relations entre les gens. Et donc je pense que l'une des notions importantes à diffuser, c'est dire aux gens, finalement, quelquefois, c'est intéressant aussi de connaître en tant que personne et en tant que membre d'un groupe, d'une communauté, mais c'est intéressant aussi de questionner sa connaissance pour ce qu'elle est vraiment. Et donc l'idée, c'est que finalement, ce qu'on appelle des biais cognitifs, par exemple, c'est très souvent l'emprise de nos appartenances, de nos engagements sur notre connaissance, et qu'un peu de recul par rapport à ça, ça peut être une définition de l'esprit critique. Ce qui me paraît essentiel et peut-être pas assez mis en avant même dans le milieu, c'est la différence entre le normatif et le descriptif. Genre, par exemple, si on a un désaccord, il faut bien situer, déjà ça aide un peu dans les discussions, est-ce qu'on a un désaccord sur les faits, sur le descriptif, ou sur le normatif. Souvent, donc tout ce qui est au rapport aux valeurs, tout ça, souvent les valeurs c'est un peu implicite. Par exemple, si on débat des vaccins, on va partir du principe que, ok, on est d'accord qu'on veut une population en bonne santé, c'est un peu le normatif implicite, mais des fois je pense que ça peut être bien de quand même partir de nos accords. Par exemple, on se met d'accord, ok, on veut une population en bonne santé, on est d'accord là-dessus, ensuite on va débattre des faits, ça met des points d'accord. Mais là où c'est utile quand on a des désaccords aussi, c'est des fois
des fois on discute des faits alors qu'on n'est pas d'accord sur le normatif et ça n'a un peu aucun sens parce qu'une idée politique, si on est en désaccord, si ça se trouve on est en train de débattre des faits mais en fait on n'en attend pas les mêmes choses. Parce que si on débat du nucléaire, mais si en fait on dit mais qu'est-ce qui est le mieux entre nucléaire ou faire autre chose à la place, mais qu'en fait il y en a un qui attend croissance économique mais que l'autre il veut l'écologie, j'en sais rien, et ben en fait le débat il est stérile parce qu'on n'a pas situé où était le fond du désaccord, quoi. Peut-être la théorie des deux systèmes aussi, bien connaître. En théorie des deux systèmes, système 1 et système 2, dans notre cerveau, on aurait deux systèmes de pensée. Un système 1 intuitif, rapide, et un système 2 plus contrôlé, lent et coûteux. Et nos intuitions, nos erreurs de raisonnement seraient dues à l'intervention de ce système 1. Et là, on peut le corriger. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut corriger ces intuitions du système 1 par le système 2, qui est plus critique, qui demande plus d'attention et de ressources cognitives. On a beaucoup parlé de l'éducation à l'esprit critique pour les jeunes. Je pense qu'il faudrait aussi une éducation à l'esprit critique pour les majeurs aussi, parce qu'on retrouve beaucoup en termes de dérives sectaires et de dérives thérapeutiques. Et puis l'autre notion importante, c'est une prévention maximale sur les dérives sectaires en tant que telles, parce que ça touche beaucoup de personnes aujourd'hui en France. Et donc ravi que la Miviludes ait été invitée au REC pour parler de cette thématique-là, à côté des associations qui font déjà un gros travail au niveau local. Voilà pour la question numéro 1. Évidemment, je vous engage à aller regarder les vidéos numéro 2 et numéro 3 avec les réponses aux questions numéro 2 et numéro 3. Vous êtes très fort, vous avez déjà compris. Et bien, je vous laisse aller les consulter. À très vite.